Allez, bonsoir à tous. Donc, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP. Donc, la chaîne qui se consacre à la réussite des examens SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Donc, déjà, je vous remercie énormément à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à ceux qui me suivent sur Facebook. Donc, j'espère que les contenus vous plaisent. Donc, on va continuer sur des contenus de ce type où je vous présente des fiches ou un peu de la pédagogie, des choses comme ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pierre, je suis titulaire du SIAP 1, du SIAP 2, du SIAP 3, de la P2, je suis moniteur SST, formateur en sécurité incendie depuis de nombreuses années. Du coup, j'ai créé cette chaîne parce qu'en fait, il y a un manque au niveau du SIAP, notamment sur la partie examen et pédagogique. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments, de livres qui nous parlent vraiment de comment se préparer à l'examen, ou du moins vraiment des notions de pédagogie pour enseigner le SIAP. Donc j'ai créé une série de livres que je te mets dans la description pour réussir les examens SIAP, comment réussir l'examen SIAP 1, comment réussir l'examen SIAP 2, comment réussir l'examen SIAP 3. Aujourd'hui, on va parler donc pédagogie, formation. Pour les puristes, pour la formation pour adultes, on parle d'andragogie. Voilà, bon, je vais rester sur le terme pédagogie. Et du coup, je vous présenterai un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que j'ai écrit, comment devenir formateur SIAP. Voilà, donc je vous présenterai. Alors, d'abord, donc on va voir déjà qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire de la formation SIAP. Donc là, ici, sur mon écran, vous avez le chapitre 3 de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, que je suis allé chercher sur le ministère de l'Intérieur ou sur Légifrance. Et donc là, il nous explique dans l'article 12 l'agrément des centres de formation. Donc pour pouvoir dispenser des formations SIAP, etc., il faut demander un agrément préfectoral. Dedans, il faut donner raison sociale, nom du représentant légal, le bulletin du casier judiciaire, etc. Un point important, les moyens matériels et pédagogiques conformes à l'annexe 11 dont dispose le centre ou une convention de mise à dispo de ces moyens par un ERP, établissement recevant du public, autorisant la manipulation en absence du public d'une installation technique de sécurité. Donc soit vous avez le matériel, vous l'achetez, vous faites votre centre de formation, soit vous avez une convention, soit vous êtes formateur et vous travaillez pour un centre de formation, ou encore, vous pouvez également, quand vous êtes titulaire d'un diplôme SIAP, on va voir, vous pouvez vous monter en auto-entreprise et du coup faire de la prestation de formation et postuler dans des centres de formation pour pouvoir former pour eux. Très rapidement, on peut regarder donc le matériel pédagogique qui est demandé dans l'annexe 11 pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc là vous l'avez, annexe 11 de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié. Donc il vous faut la liste minimum des matériels et équipements, un volet de désenfumage équipé de son système de déclenchement, un clapet coupe-feu, l'éclairage de sécurité, donc des BAES, voilà. En moyen de secours, il vous faut un SSI de catégorie A, une UAE, c'est unité d'aide à l'exploitation, détecteur incendie, déclencheur manuel, extincteur, aire de feu, robinet d'incendie armé, donc en état de fonctionnement, tête d'extinction automatique à eau, appareil émetteur récepteur, c'est des radios, modèle d'imprimé, téléphone, registre de prise en compte des événements, ok. Un système informatisé de réponse pour la réalisation de l'épreuve QCM. Voilà, le matériel SSI mobile sous forme de valise. Donc, il se vend des valises ou des panneaux SSI de catégorie A avec ce qu'il y a clapé, volé, etc. dessus. Donc, ils vous disent que ça peut être accepté s'il correspond à la notion d'équipement analogue mentionnée à l'annexe 11, sous réserve de respecter l'architecture, la mise en œuvre des scénarios, la mise en œuvre dans un ERP, d'une utilisation dans un ERP en activité pour les examens de type SIAP 1. Alors, la valise SSI, si jamais vous vous lancez là-dessus, donc déjà ça coûte assez cher, et il est possible que votre arrêté soit refusé par rapport à cette valise. Je sais qu'il y a des départements en France qui refusent la valise ou le panneau SSI. Donc si jamais vous avez pour ambition de monter un centre de formation, etc., demandez du coup au SDIS, au service prévention, vous vous adressez au service prévention, vous demandez les personnels qui gèrent la partie SIAP,
et vous leur demandez si dans la demande d'agrément, ils vont valider ou non la valise SSI ou le panneau SSI. Voilà. On continue, donc je reviens à mon arrêté. Donc là, je suis plus dans l'annexe. On va aller voir le point 7. Donc le point 7, il nous dit qu'il faut la liste et la qualification des formateurs accompagnés de leur engagement de participation aux formations complétées par un CV, la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. Donc ça nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, le SIAP, donc là par rapport à cette phrase, clairement, je suis SIAP 1, je peux enseigner du SIAP 1. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. Donc vous êtes SIAP 1, vous justifiez de la compétence SIAP 1, c'est en rapport avec le niveau et la matière dispensée, pardon, vous pouvez enseigner du SIAP 1. Mon conseil personnel, c'est quand même mieux d'avoir toujours un niveau au-dessus de ce qu'on enseigne, tout simplement déjà parce qu'on a une meilleure connaissance de ce qu'on va enseigner, et en plus on a des éléments qu'on peut donner, des éléments supplémentaires. Moi, clairement, c'est pour ça que j'ai passé la P2, pour pouvoir avoir un niveau au-dessus du SIAP 3, et pouvoir amener des éléments nouveaux pour pouvoir aider mes stagiaires. Également, je vous conseille quand même pour faire de la formation d'avoir exercé en SIAP. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir de l'expérience et de pouvoir en parler, beaucoup plus vivant. Donc voilà, mais par contre, l'arrêté ne demande aucune formation en pédagogie, donc c'est pas comme le SST où il faut être moniteur SST, là il n'y a pas de stage de moniteur SIAP, il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc voilà, donc en fait, vous êtes SIAP 2, vous êtes en activité depuis un certain nombre d'années, vous voulez faire de la formation, vous pouvez. Vous êtes SIAP 3, vous êtes en activité, vous voulez faire de la formation, vous pouvez, pas de souci. Par contre, vous voulez monter un centre de formation, donc il faut déjà tout le matériel, et il vous faut ça. L'un des formateurs du centre doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6. Donc l'article 6, c'est l'article de chef de service sécurité, donc c'est le SIAP 3, donc l'un des formateurs doit être SIAP 3. Ensuite, il vous parle des programmes détaillés comportant un découpage horaire, etc. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on appelle un scénario pédagogique, le numéro de la déclaration de contestation de forme juridique. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous montrer, deux choses. Pour ceux qui veulent monter un centre de formation, tout est expliqué dans les annexes de l'arrêté pour le matériel dont vous avez besoin. Pour les formateurs, si vous montez un centre de formation, il vous faut forcément un SIAP 3 dans votre équipe pédagogique. Si vous ne montez pas un centre de formation et que vous voulez vous lancer dans la formation, il faut justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. Mon conseil, je vous le rappelle, avoir un niveau au-dessus, avoir déjà exercé en SIAP pour du coup pouvoir donner un maximum d'éléments à vos stagiaires. Donc, vu qu'on n'a aucune base en pédagogie quand on enseigne le SIAP, si on n'est pas moniteur, si on n'est pas formateur de formateurs, etc., on n'a pas de base en pédagogie. Donc on va enseigner le SIAP comme on pense que cela doit s'enseigner. Moi je pense qu'il faut quand même se former en pédagogie. Il y a énormément de choses très intéressantes en pédagogie actuellement. Notamment l'approche par les compétences, c'est une approche à laquelle je me suis formé, je vais vous en parler un petit peu. Et donc pour ceux qui veulent se lancer, j'ai fait ce livre, donc dans ce livre il y a vraiment tout mon contenu actuellement, tout mon contenu pour pouvoir vous aider à faire de la formation. Donc on va aller le feuilleter rapidement. Tac, donc ça s'appelle Comment devenir formateur SIAP, vous le retrouvez sur Amazon, je vous le mets bien évidemment en description. Donc voilà. Donc dans la table des matières, donc déjà en introduction, rapidement je vous explique les différents courants pédagogiques, comment ça a évolué dans l'histoire en gros, et pourquoi on en est là aujourd'hui. Ensuite des fondamentaux sur l'apprentissage, les compétences du formateur pour adultes, la dynamique de groupe. Améliorer vos qualités relationnelles. Être formateur, c'est avant tout de la communication, de la relation. C'est un métier qui demande quand même beaucoup d'énergie. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour dynamiser vos cours, les animer, etc. Trouver des nouvelles techniques pour
pour amener les choses, etc. Ce qui peut se passer quand on est formateur, si on est dans une routine et qu'on fait son cours toujours de la même manière, on va soi-même se lasser et en se lassant, on sera moins intéressant. Donc moi, je vous invite vraiment à vous former, voilà, à apprendre des nouvelles techniques pédagogiques pour justement vous tester des choses et vous aussi vous remettre dans une forme de dynamique. Donc dans ce livre, je vous donne des fiches techniques. Donc ça, c'est vraiment des fiches techniques de pédagogie que vous pouvez mettre en place dans vos cours. L'étude des cas, le remue-ménage, le travail de groupe, la démonstration pratique dirigée, la mise en situation professionnelle, le métaplan, une technique de débriefing, donc ça c'est quand on va travailler de la compétence, le retour d'information immédiat, ça pareil, c'est des choses qui sont nouvelles en pédagogie. Et je vous donne des idées pour en fait disposer votre salle de cours différemment pour pouvoir faire travailler les gens différemment, pour avoir des interactions différentes et encore une fois tout ça pour que ça amène une dynamique de groupe, une dynamique pédagogique qui soit intéressante pour vos stagiaires et pour vous. Ensuite, je vous explique l'évaluation, comment on évalue une capacité, comment on évalue une compétence. Hop, et ensuite, en fait, je te donne du coup tous les contenus de mes livres, comment réussir le SIAP 1, comment réussir le SIAP 2, comment réussir le SIAP 3, donc ils sont là. En fait, là, vous avez du coup, vous avez le contenu des livres SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Voilà, si on va sur le SIAP 3 par exemple, donc il y a les conseils pour rédiger la notice de sécurité, une trame d'étude de cas, quelques outils, l'exemple de la procédure administrative, un tableau de dégagement, une petite fiche pour comprendre l'enfouissement, les sujets de l'oral qui sont donnés dans le guide du président du jury où ils sont traités. Donc voilà, comme ça vous donne, vous en formateur, vous pouvez par exemple mettre vos stagiaires à travailler sur un sujet. Et là, en fait, avec ce livre, vous avez en gros une trame de réponse, quelque chose à leur proposer pour pouvoir les aider. Donc voilà, c'est un livre qui est très complet. Il y a vraiment tout dedans pour vous aider à faire de la formation SIAP si vous en avez jamais fait et si vous en faites et que voilà, vous voulez un peu des nouveaux éléments. J'espère que dans ce livre, vous trouverez des choses. On va parler un petit peu pédagogie du coup. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis formé pour pouvoir vous en parler et du coup vous montrer que finalement faire de la formation SIAP, même si l'arrêté ne demande pas de formation en pédagogie, c'est quand même mieux d'en avoir. Donc en fait, on va retenir que dans l'apprentissage pour adultes, il y a plusieurs niveaux de savoir. Donc on retiendra qu'il y a 4 niveaux de savoir chronologique dans l'apprentissage. Premièrement, du coup, un savoir au sens de la connaissance théorique. Donc il y a une base de théorie, exemple théorie sur le SSI. En SIAP 1, en SIAP 2, en SIAP 3, il y a de la théorie à apprendre, à ingurgiter. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est le socle théorique qui va vous permettre derrière de travailler en compétence. Souvent, en SIAP 2, par exemple, donc c'est ce qu'on voit le plus souvent, les stagiaires arrivent en SIAP 2 et ne maîtrisent pas les bases théoriques du SIAP 1. Donc en fait, on perd du temps sur la formation SIAP 2 à revoir les bases théoriques du SIAP 1, alors que si on avait des stagiaires SIAP 2 qui arrivent avec déjà les bonnes connaissances du SIAP 1, on peut tout de suite travailler beaucoup plus sur les fiches pédagogiques, sur les exemples de cas pratiques et avoir une formation qui sera plus qualitative. Donc un premier savoir au niveau de la connaissance théorique. Un deuxième savoir sur les gestes, voilà, donc la gestuelle, utiliser un extincteur par exemple. Un troisième savoir qui est un savoir agir en termes de capacité. Donc, une capacité, qu'est-ce que c'est? Une capacité, c'est être capable d'agir dans une situation standard et reproductible. Donc, exemple, le stagiaire entre dans une salle, il y a un ACR, donc une victime en arrêt cardio-respiratoire, et il agit conformément à ce qu'il vient d'apprendre. Donc voilà, on lui montre avant la conduite à tenir avec une démonstration pratique dirigée, une démonstration temps réel. On lui explique ce qu'il doit faire. On lui fait la même situation et on le laisse agir. Et on regarde si du coup il agit correctement ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une capacité. Est-ce qu'il sait agir dans une situation standard? Et ensuite, le dernier niveau de compétence qu'on va chercher à travailler, c'est le savoir agir en termes de compétences.
Donc une compétence vise à savoir agir sur une situation complexe et évolutive. Elle fait appel à notre processus de prise de décision, lui-même en lien avec nos savoirs, savoir-faire, expérience, savoir-être. Donc un exemple, le stagiaire est confronté à un départ de feu sur le SSI et quelques temps après, un autre agent le contacte pour une victime, moi j'ai oublié le E, inconsciente qui ventile. Donc la compétence, c'est je suis capable d'agir dans une situation qui est dynamique et qui va évoluer. Donc ça veut dire j'ai ingurgité mon savoir. Je sais agir dans une situation standard et là d'un coup la situation elle devient dynamique, elle devient évolutive, donc je dois m'adapter. La compétence finalement c'est est-ce que je sais m'adapter à une situation dynamique et évolutive. Donc ça, la compétence, vous allez le travailler, vous pouvez le travailler en fin de SIAP 1, en SIAP 2, dans les cas pratiques. En SIAP 3, vous pouvez le travailler, mais le SIAP 3, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de théories à comprendre. Et puis c'est quand même le SIAP 3, bon, l'épreuve orale, on va aller vous chercher sur de la compétence, mais c'est pas comme le SIAP 2 et le SIAP 1 où vous êtes vraiment confronté à une situation. Le SIAP 3, vous avez voilà, un oral, vous le préparez, vous présentez, c'est différent. Et en plus, votre épreuve de notice de sécurité, le clic d'Evecrem, c'est quelque chose que voilà, vous devez maîtriser, vous devez savoir écrire. C'est une autre forme d'examen pour moi, le SIAP 3. C'est pas comme le SIAP 2 ou le SIAP 1. Par contre, si on prend le SIAP 1 et le SIAP 2, pour moi, le SIAP 1, on s'arrête quand même plus au niveau d'une capacité. On ira chercher la compétence avec des stagiaires qui sont très à l'aise. Et sur le SIAP 2, par contre, voilà, il faut qu'on aille chercher de la compétence. Il faut qu'on mette nos stagiaires en difficulté par rapport au fait qu'ils ont les bonnes bases théoriques. On les met en difficulté dans une situation et on voit comment ils s'adaptent. Une deuxième petite image, donc ça c'est pour vous expliquer en fait comment ça se passe la prise de décision chez un individu, donc du coup chez vos stagiaires. Donc en fait, d'abord on est tous influencés en fait par rapport à des éléments internes. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai de l'expérience? Est-ce que j'ai peur de l'échec? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai des scripts? Les scripts, ça veut dire quand votre cerveau il est confronté plusieurs fois à la même situation, il va s'écrire, il va s'inscrire dans votre cerveau une conduite à tenir parce qu'il a déjà vécu cette situation. Donc, les scripts, en fait, c'est en lien avec l'expérience. Ensuite, on est influencé par des éléments externes, connaissance du personnel, du matériel, la journée, est-ce qu'il fait nuit, la météo, l'influence de l'autorité. Donc, l'influence de l'autorité, par exemple, vous avez des stagiaires qui sont très bons. Arrive le pompier le jour de l'examen, ils perdent leurs moyens. Parce que du coup, il y a un uniforme, il y a une autorité, et de là, ils perdent leurs moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour certains stagiaires. Influence des tiers, influence du groupe. Donc tous ces éléments internes et externes vont générer en fait une situation émotionnelle chez votre stagiaire qui peut générer du bon stress ou du mauvais stress. Donc déjà, il part soit plutôt positif, soit plutôt négatif. Ensuite, voilà, ça c'est mon petit stagiaire. Ensuite, vous lui amenez une situation, vous présentez une situation qui est d'abord relativement simple. Donc, quand vous lui présentez la situation, le cerveau du stagiaire, et de tout le monde, hein, c'est tout le monde sur chaque situation, ça fait ça, va passer par 3 phases. Une phase d'observation, où en fait il va prendre de l'information, donc je sais pas, par exemple, j'ai un déclenchement d'un feu, etc. Mon cerveau prend de l'information. Ok, il va commencer à lire, c'est quelle zone, etc. Je vais prendre l'info. Ensuite, il va analyser. Donc j'ai un feu, tel endroit, telle zone, j'ai un SIAP 1 avec moi, je peux l'envoyer, ok, c'est bon. Et ensuite, il va prendre une décision. Du coup, il va décider de l'action à suivre. Une fois qu'il a fait ces 3 phases et qu'il a fait sa décision, l'action se passe, la situation évolue, donc là on travaille la compétence, et on repart à nouveau dans un cycle observation, analyse, décision, avec l'évolution de la situation. Donc, soit la situation évolue favorablement, le feu est éteint, pas de souci, il n'y a pas besoin d'évacuer le public, pas de problème. Soit ça évolue défavorablement, la porte est chaude, l'agent SIAP ne peut pas rentrer, en même temps on vous appelle au téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une clé ou d'un permis feu, enfin bref. Du coup après, plus il y a d'éléments,
Donc plus vous allez rajouter d'éléments, plus votre situation va être complexe, plus la phase d'observation, il faut savoir sélectionner les informations. Plus la phase d'analyse, il va falloir traiter les bonnes informations et savoir définir les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de traiter le permis feu ou est-ce que c'est de traiter le feu que j'ai dans mon ERP? Et du coup, ça va vous amener à prendre des bonnes décisions. Donc vous, en tant que formateur, quand vous faites travailler vos stagiaires, que vous les mettez en situation, ce qui est intéressant, c'est de travailler du coup sur ces différentes phases, donc observation, analyse, décision. En fait, petit à petit, vous complexifiez les situations et petit à petit, vous regardez si votre stagiaire sait tirer les bonnes informations, sait faire le bon traitement de l'analyse, qui définit les bons enjeux et du coup qui prend les bonnes décisions. En fonction du coup de ce que vous allez voir sur les stagiaires, vous allez avoir de toute façon dans un groupe des stagiaires qui vont aller vite, qui vont comprendre vite, des stagiaires qui vont comprendre un peu moins vite. Donc dans un groupe, quand vous travaillez comme ça pour regarder ce qui se passe dans la tête de vos stagiaires, vous devez en tant que formateur identifier quel aspect le stagiaire il a besoin de travailler. Par exemple, s'il lui manque de la connaissance, forcément, au niveau de l'observation, ce sera pas bon. Donc, ça veut dire, je sais pas, s'il n'est pas capable de lire son équipement de contrôle et de signalisation, il sera pas capable de prendre les bonnes informations. Donc, s'il n'est pas capable de prendre les bonnes informations, il fera une mauvaise analyse et il fera une mauvaise décision. Donc, on lui proposera ce qu'on appelle un atelier pédagogique personnalisé, où on le refera travailler son socle de connaissances pour qu'il puisse s'améliorer sur sa prise de décision. Si votre stagiaire il a un bon socle de connaissances, mais que par contre il ne sait pas définir correctement des enjeux, voilà, il se trompe dans les enjeux, ou du moins il stresse, il a du mal à parler à la radio, pareil, vous définissez un atelier pédagogique personnalisé qui traitera particulièrement des aspects que votre stagiaire a du mal à travailler. Et en fait, en faisant ça, vous allez individualiser complètement la formation et vous allez vraiment faire évoluer vos stagiaires. Souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est qu'on présente en fait à peu près les mêmes choses à nos stagiaires, etc. Et on ne fait pas ce qu'on appelle la phase de débriefing. En fait, on ne fait pas une phase, une analyse avec notre stagiaire, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris la mauvaise décision. Donc, quand on ne fait pas cette phase-là, le stagiaire, il peut pas mettre le doigt sur vraiment sur ce qu'il a besoin de travailler, sauf quand vraiment il y a vraiment un manque de connaissances. Bon là il s'en rend compte. Mais en fait, vous dans votre processus de formation, quand vous mettez votre stagiaire en situation, vous devez derrière faire un débriefing avec lui. Donc pareil, dans mon livre, je vous donne les techniques de débriefing, des techniques simples. Et à l'issue de ce débriefing, lui-même, il doit être capable de vous dire, ok, j'ai compris, je sais pas, j'ai du mal à définir des enjeux. Ok, il a identifié son problème, et après, donc avec lui, vous discutez de qu'est-ce qu'on va faire pour travailler cet élément. Vous personnalisez la formation, et du coup, il y a un intérêt pour vous, parce que vous allez sentir que vous allez vraiment faire monter vos stagiaires en compétence, et il y a également un très fort intérêt pour le stagiaire, puisque lui aussi va sentir qu'il monte en compétence et qu'en plus la formation elle est individualisée. Donc voilà, rapidement ce que je voulais vous dire sur la pédagogie. Donc c'était peut-être une vidéo un peu longue, mais c'est important. La pédagogie c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui il y a énormément de choses dans les neurosciences, dans les sciences cognitives, pour comprendre justement les prises de décision, les compétences, etc. Comment j'aide quelqu'un à monter en compétence. Donc voilà, si vous avez besoin d'éléments, n'hésitez pas, vous pouvez regarder mon livre. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Il y a vraiment du contenu pédagogique et du contenu technique, du contenu SIAC, voilà, pour vous aider dans vos formations, c'est fait pour. Et moi je vous dis encore merci de me suivre. Vous pouvez donc du coup me mettre des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Je vous mets tous les liens de tous les livres dans la description. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.
et que je pense faire du coup sur le système Flow. Merci à tous, très bonne journée.